On est né en 1997. Tu confirmes cette information? Je crois, oui. Tu crois? Moi aussi, je crois. On a grandi dans les années 2000. Je crois aussi. Eh bien, c'est le sujet du jour. Très Puisque bien. aujourd'hui, on va parler du coup de ce que ça a été pour nous de grandir dans les années 2000. Quand on se renseigne un petit peu justement sur notre génération, un des trucs les plus clichés qu'on peut entendre, c'est qu'on a un peu grandi entre deux mondes. Un monde sans Internet et un monde qui ne fonctionne qu'avec Internet. Aujourd'hui, on parle de ce que ça nous a fait, de ce que ça a construit en nous, de nos forces, nos névroses et la fatigue un peu permanente de tout ce que ça a pu justement avoir comme impact sur nous. Donc on va parler de pression, d'anxiété, de réussite, de désillusion, d'amour, de réseaux sociaux, enfin bref, de tous ces sujets autour de la génération. Est-ce que déjà tu sais de quelle génération, à quelle génération on appartient? C'est la Z. Ok, Ouais, c'est ça. Z. Eh ben, sache que moi, pendant super longtemps, j'ai cru que j'étais une milléniale. Ah ouais? Persuadée que pareil. j'étais une milléniale. Ouais. Je pensais aussi, vu qu'on était sur la fin des millénials, qu'on faisait partie de la génération milléniale. Ouais. C'est exactement ça, puisqu'en fait, la génération Z, donc celle à laquelle techniquement on appartient, commence en 97 jusqu'en 2012. Les millénials, eux, c'est 81 jusqu'à 96. Donc en fait, on est vraiment le cul entre deux chaises. La bordure. Déjà entre deux générations, donc les millénials et la génération Z. Et du coup, entre deux mondes, entre l'arrivée d'Internet, enfin l'essor d'Internet, parce qu'Internet n'est pas arrivé en 97, ça existait déjà, et une vie sans, chose que nous, on a connue. J'irais même jusqu'à dire qu'en plus d'avoir connu une vie sans Internet, toi et moi, on a grandi dans un mas, donc une maison complètement isolée de tout, un endroit dans lequel on n'avait ni réseau, avant qu'une box Internet et qu'un réseau Internet arrive chez nous. C'était compliqué le réseau, hein. On a attendu jouer comme on pouvait. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne, oui. Comme les petits jouaient avant. Et puis même, on était vachement déconnectés quand même. Je sais pas toi, mais on n'a pas eu de suite accès à... Ouais, quand tu es dans un mas, disons qu'il n'y a pas la DSL, il n'y a rien qui est connecté. Donc forcément, tu vis loin de tout ça. Moi, je me souviens avoir eu un sentiment d'être en retard un peu par rapport aux autres. Parce que je voyais que ça prenait que Internet, avoir son téléphone portable, MSN, les jeux, ça prenait un essor important. Et nous... Il y a une frustration de ne pas pouvoir suivre les copains, pas pouvoir... d'être complètement à côté de la plaque. L'autre fois, tu me racontais l'histoire de quand on t'a offert ton premier ordinateur. Ouais. Cette histoire, elle arrive au niveau du brevet. Voilà, j'avais réussi mon brevet avec une mention. Et mon cadeau, ça a été un ordinateur, mon premier PC pour les jeux. PC gaming. Et sauf qu'il n'y avait pas Internet, quoi. Eh oui. Sauf qu'il n'y avait pas Internet. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais découvert World of Warcraft. Et donc, la première fois que j'ai voulu télécharger ce jeu, ça a pris une éternité. Je ne savais même pas si j'allais pouvoir y jouer. Et le jour où il s'est installé, en fait, la connexion était tellement pourrie qu'en fait, c'était injouable. T'as jamais pu jouer, en fait. J'ai jamais pu jouer. Non, mais là, c'est quand même une frustration immense parce que t'as tout le matériel pour pouvoir y jouer. Ouais, c'est ça. Et tu te retrouves à... non. Donc, les jeux en ligne, déjà, ça dégage, quoi. Ouais. Moi, ça va. J'ai eu de la chance parce que moi, je joue aux Sims, qui est un jeu en solo. Ouais, pas besoin de multijoueur. Donc, pas besoin de multijoueur. C'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui m'a permis de développer un peu mon côté geek en toute tranquillité. Donc parenthèse fermée sur les jeux vidéo. En tout cas, nous, on a bien galéré par rapport à l'endroit où on vivait. J'ai fait un rapide débrief de toutes les différentes générations pour mieux comprendre un petit peu où on se situe et surtout comprendre un petit peu l'évolution, poser le contexte. Première génération, les baby boomers. Donc les baby boomers, moi, très clairement, c'est la génération de mes grands-parents. Donc de 46 à 64. Toi, tes grands-parents, ils sont... c'est pareil, ouais. Les traits de personnalité qui caractérisent un peu cette génération, c'est optimiste, stable, carrière linéaire, travail égale sécurité et forte valeur de l'effort. Et la vision du monde, c'est si tu travailles dur, tout suit. Et pour le coup, pour eux, ça marchait, c'était une réalité. Ouais. Et on entend souvent dans leurs conseils, dans les conseils des grands-parents, c'est des choses qui sont de leur époque. Quoi. Complètement, ouais. Le travail dur... tu réussiras si tu travailles dur. Si tu travailles dur, ouais. Génération X, donc là, c'est la génération en général de nos parents. Moi, mes parents sont de la génération X, donc de 65 à 1980.
Les marqueurs du coup de cette génération, c'est la montée du chômage. Il y a MTV aussi qui est ressorti, je me suis renseignée un petit peu et effectivement ça avait fait du bruit, MTV, dans Alors ça, je sais pas ce que l'impact sur la culture. Tu sais, MTV à la télé. T'as jamais regardé c'est. MTV? MTV, non. Ah ouais, purée. Bon, en tout cas, au niveau culturel, c'est une chaîne à la télé qui a eu un impact assez fort. Divorce en hausse et informatique naissante. Donc voilà, l'informatique, elle apparaît un petit peu à ce moment-là. Les traits de cette génération, donc c'est des personnes indépendantes, sceptiques, adaptables et un peu désabusées. J'ai pu voir aussi qu'au niveau de la culture, du coup, il y avait le rock en puissance, VHS et les premiers jeux vidéo. Ah ouais, bah ça. Vision du monde, débrouille-toi, personne ne viendra t'aider. Donc effectivement, on est sur quelque Ah, c'est chose, vrai, c'est vrai. on voit un peu le scepticisme là, je trouve. S'ensuit ensuite du coup la génération Y, donc autrement dit les millennials. Donc là c'est de 81 à 96. Les marqueurs du coup de cette génération, c'est l'essor d'Internet, les premiers smartphones, la crise de 2008, les attentats. Trait de personnalité, idéaliste, anxieux, éduqué, en quête de sens. Au niveau de la culture, on a du coup MSN, Skyblog, Harry Potter, Facebook. Et les problématiques, c'est précarité pro, transition numérique, retard sur les étapes de vie. Et nous, en fait, on arrive vraiment au tout début de la génération Z, 97-2012, avec comme marqueur du coup les smartphones, les réseaux sociaux, les attentats, le climat anxiogène et le Covid aussi. Le début de la merde. Au niveau des traits, du coup, hyper connecté, anxieux, ultra informé, créatif. Une forme d'engagement aussi plus présent avec les luttes comme le féminisme, le climat, les justices sociales. Culture, TikTok, Snapchat, YouTube, problématique. Ouais, c'est vrai que à partir de là, on sent peut-être que c'est à partir de là qu'on sent que le peuple se révolte un peu. Oui, et puis... Que les gens prennent conscience d'un certain truc, quoi. Et puis je pense aussi que avec les réseaux sociaux, on a beaucoup plus accès à ce que Pierre-Paul Jacques va dire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a aussi un engagement qui est beaucoup plus visible de par les réseaux sociaux, je pense, en partie. Puis ouais, par extension, le développement de l'appartenance à un groupe, des choses comme ça. Ouais, oui. Ouais, ça a du sens au final. Problématique, du coup, instabilité pro et économique, pression identitaire et de réussite, normes sociales mouvantes, anxiété, surcharge mentale. Voilà, bon, ça c'était dans les grandes lignes, les différentes générations. Est-ce que tu sais, du coup, parce que je me suis posé la question, comment est-ce qu'on détermine une génération, qui s'occupe de les déterminer, justement ? Putain, c'est une bonne question. Moi, logiquement, naturellement, ce qui me viendrait pour justement définir les générations, c'est les générations d'enfants, quoi. C'est grands-parents, parents, ouais, oui, là, enfants. donc là, oui, tu parles de... Premier enfant, deuxième enfant, tu vois. Ça, c'est sur... Alors oui, ça, c'est une des données qui permet justement de les classer. statuer la temporalité de la génération. Mais ceux qui vont établir et dire, bon bah voilà, là c'est la génération Z, là c'est la Y, là c'est les millennials, etc. Ça va être les sociologues, les démographes aussi qui vont participer à ça. Va y avoir aussi les économistes, peuvent aussi participer à l'élaboration officielle de ces générations. Et tu vas aussi avoir les médias qui vont un petit peu populariser un peu le truc, etc. Après, voilà, ce que je viens de dire, ce que je viens d'énoncer, faut pas voir ça comme quelque chose d'hyper cadré. Nous, par exemple, 97, techniquement, on est de la génération Z, mais moi, personnellement, je me sens aussi un peu millénial. Faut voir ça un peu comme un continuum, voir aussi où on se place, et ne pas oublier aussi quelle génération nous a éduqués. L'éducation qu'on a reçue a aussi un impact sur notre façon et notre vision du monde. Donc voilà, on nous appelle un petit peu la micro-génération d'entre-deux ou la génération charnière, donc nous nés en 97, la génération Z, parce que comme je disais au début, vraiment le cul entre deux chaises et l'essor vraiment grandissant d'Internet. Tout ça fait ça. Et donc après, il y a la génération Alpha, donc 2013-2025, là c'est mes petits frères, où eux, du coup, c'est tablette des 3 ans, IA générative, Covid durant l'enfance. Voilà. Et elle a déjà été établie, c'est-à-dire qu'il y a après à venir, la génération bêta, qui elle, il n'y a pas encore de date de fin, qui est encore en... Elle est finie là, oui, Alpha ? Alpha, elle est terminée. Okay. Ça aussi, je savais pas. Moi, je pensais que non. Et en fait, oui, c'est là où tu réalises que tu vieillis. C'est combien d'années, du coup, en général Eh ben, j'ai calculé, et c'est pas un nombre d'années précis pour chaque génération, justement. Mais il n'y a pas une plage entre, par exemple, 8 et 12 ?
Bah, je pense que oui. Je me suis pas avec tes renseignée 12 ans? à. Je pense que oui, mais je pense que ça dépend aussi des événements qui ont été Ouais, vécus. Au niveau de la démographie aussi, peut-être que ça dépend de. Est-ce que là, c'est une période où il y a eu beaucoup d'enfants? ouais, c'est vrai que si sur 100 ans une population ne change pas et c'est toujours la même, en soi on peut la considérer comme une seule et unique génération, quoi. Oui. Ou alors, comme à l'époque Mm. de nos parents, faire des enfants super jeunes, alors que Ok, nous, aujourd'hui, on va avoir tendance à faire des enfants beaucoup plus ouais. tard. Donc, il y a aussi En so- peut-être un retard. ouais. Mais en fait, ça me fait penser que ça serait presque impossible de prédire une génération, quoi. Ah, mais c'est Parce qu'en hyper fait, dur. tu viens statuer une génération après coup, Ben oui, après avoir fait une étude, après avoir vu les différences entre chacune, justement. c'est ça. Donc c'est bizarre, hein. C'est ça. Mais Ouais. moi, j'ai trouvé ça super C'est-à-dire intéressant. qu'on évolue un peu dans l'inconnu, quoi. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir après, comment seront les jeunes. Alors on peut se faire des idées avec tout ce qui est technologie, comment tout ça, ça évolue. Mais c'est difficile de prévoir une génération entière, quoi. Non, ouais, c'est Ça, compliqué. Bah, ouais. c'est une forme de prédiction un petit peu après. Est-ce que... Ouais. Là, par exemple, pour celle à venir, donc la bêta, elle commence de 2025 à 2040 environ. Ça, c'est un peu les prédictions. Marqueur, bah, du coup, l'IA omniprésente, Ah, bah, ça... l'hyperurbanisation et le climat. Mais voilà, ça reste Les enfants qui vont naître dans cette génération-là, ouais, ils vont vivre avec 100% IA. 100% IA, ouais. De ouf. Bah oui. Ouais. Et ça, je pense qu'on peut facilement le prédire. Parce que même nous, on voit l'impact Ouais, mais là, tu peux prédire, on va dire, des des, espèces de comportements des en soi. tendances, ouais. Par exemple, l'IA, ça assiste beaucoup. On peut réimaginer, par exemple, une génération de fainéants, tu vois, Oui, par ça, exemple. c'est ce que pourrait dire notre génération Ouais, de la voilà. génération, mais au Mais même sauf que, titre que les voilà, générations d'avant critiquent aussi la peut-être dans nôtre. 10 ans, quand on refera une rétrospective sur ce qui s'est passé, ça sera peut-être pas des fainéants, ça sera peut-être une génération qui a su s'adapter C'est avec ça, l'IA et vivre complètement différemment de nous, au final, quoi. Moi, j'espère que exactement. je m'adapterai d'ici là, moi, mais Oui, bah sinon après, nous, après... justement, c'est ce qu'on va voir, mais on est une génération qui s'adapte plutôt bien. Donc ça, c'était le débrief un petit peu des générations et comment est-ce qu'elles sont préétablies, quoi. Du coup, ça commence. Moi, j'aimerais bien qu'on commence sur l'aspect un peu de l'enfance. Donc justement entre deux mondes, l'analogique et le digital. Donc on a connu la vie sans smartphone. Est-ce que tu te souviens de ton premier téléphone? Ouais, moi, c'est un téléphone de merde. Ouais, il était nul. Tu l'as eu à quel Ouais, âge? peut-être vers les 12 13 ans, quand j'ai commencé à aller au collège. Ok, Ouais, c'était un espèce de Nokia. Alors, c'était pas le 3310, c'était un truc semblable. Il était plus fin, un peu plus design, avec des touches là, de ok, 1 à 9. Classique. ouais. Moi, le premier, je me souviens, je le partageais en sixième, mais je le partageais avec ma mère. Et elle me le laissait la journée. C'était tu sais, les téléphones Ouais, pas à clapper, mais avec une qui glissaient. glissière là, je sais pas quoi. Ouais. Ouais. Et elle me le laissait Ouais, la je vois ce que journée, c'est. mais je pouvais rien faire dessus, hein. Il y avait que dalle. Bon, si, moi je me rappelle quand même, il y avait Snake, Ah et les oui, petits jeux oui, comme les ça à la petits jeux, con, ouais. ouais. Mais ouais, du coup, le premier, c'est ça. Et le vrai téléphone que j'ai eu À pour toi? moi, à moi, c'était en quatrième, je crois. Un truc comme ça. Et c'était, alors je pourrais plus du tout te dire la marque, mais c'était un smartphone tactile, Ah ouais? blanc. Et j'étais persuadée, alors je sais pas si c'est moi qui me suis inventé une vie dans ma tête parce que je voulais, ou si Que c'était la c'était un réalité, iPhone. que c'était un iPhone. Je te jure que Ouais, c'est mais vrai. ça c'est le toi petit, à mon avis, qui se faisait des films. Ah mais oui, je disais à toutes mes copines, ouais, j'ai un iPhone. C'était pas du tout un iPhone. C'était pas Oh du tout un l'arnaque! iPhone. Oh. Je te jure. Donc, ouais, ça c'était ouais, vers la quatrième. Alors que maintenant, un téléphone, tu l'as peut-être tout début du collège. Et encore, certains l'ont même peut-être avant, j'en Non, sais rien. aujourd'hui c'est complètement faux. Aujourd'hui, les enfants, même à 3 ans, ils en ont un, tu vois. Enfin, ils prennent celui de leurs parents, Oui, ou alors il y a une tablette à Noël, tu vois. oui, c'est ça. Ouais, oui. C'est vrai que le téléphone personnel que tu as dans la poche, il arrive peut-être un peu plus tard. Mais ça commence très jeune Oui, aujourd'hui. ils y ont accès très Aujourd'hui, jeunes. ouais. Et c'est vrai, ouais, effectivement. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu te souviens de cette transition qui a été quand même assez brutale vers... Il y a eu MSN, après il y a eu Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Oh, moi j'ai adoré cette époque. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. J'ai adoré l'époque d'MSN avec les Wiz. Ouais. Je me rappelle, c'était mes premiers rencarts, mes premiers dates là en ligne Ah ouais? sur MSN. Ouais, ouais. Bah ouais, dans Oh la classe purée. de collège, je sais plus quand c'était, peut-être, ouais, bah, ça doit être primaire. Bah t'es là, tu parles
avec des copines de ta classe ou quoi. Ouais. C'est tu découvres en fait, quoi. Ouais, c'était vachement avec les copines. Et en plus, non, ouais, moi, je me souviens pas avoir eu de date. Je pense que quand j'ai commencé à flirter via ce genre de... sur les réseaux, en fait, c'était Facebook. Ah oui. Moi, ça a Ok, donc commencé c'était avec bien Facebook. après en fait. Ouais, Peut-être. après, ouais. Ok. Mais MSN, je me souviens pas avoir vécu du flirt. C'était plus rendez-vous avec les copines, quoi. Ouais. En ok. gros, t'es archi précoce, quoi. C'est ça que je suis en train de... Bah, c'est marrant, ouais. Je me rappelle, il y avait une fille dans ma classe qui me plaisait, machin. Et ouais, on parlait un petit peu sur MSN. Ouais. Après, C'est avec fou. les gars, c'était sur autre chose. Il y avait des TeamSpeak, des trucs comme ça. Là, il y avait des logiciels pour les jeux, quoi, en fait. Un peu comme un Discord, quoi. Ouais, c'était l'ancêtre du Discord. Ok. Voilà. Est-ce que tu te souviens de l'ancêtre de TikTok? Alors moi, j'ai Musical.ly en tête. Ouais, Musical.ly. Ouais. Et en termes de live, tu te Et souviens? attends, Musical.ly, il me semble que l'ancêtre de Musical.ly, c'était Vine. Oui, C'était des des vidéos vidéos de très 5 courtes, secondes, ouais, là. qu'on retrouve. Bah, c'est parti de là, à mon avis. Bah oui, hein. Voilà. Mm. Et l'ancêtre du live, Ouais, du live. genre comme Twitch? Ou du live comment? Ouais, un peu comme Twitch ou live TikTok, c'était Periscope. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ça me dit un truc, ouais. Moi, Ouais, ça, je sais me que je dit- l'ai mais j'ai jamais utilisé. moi. Moi, ça, je l'ai utilisé. Et Ah je ouais me rappelle, je faisais des lives avec mon ex de l'époque. Ouais, ça, c'est terrible. C'est terrible de faire ça. Sur Periscope. Et on avait une communauté, hein, franchement. Ah ouais, Ouais, je te jure. putain. Ça a pas duré longtemps, mais ouais, moi, je me souviens de Periscope aussi. C'est dingue de savoir comme ça, il y a des outils qui ont complètement disparu. Et qui pourtant étaient un peu visionnaires dans le fond, puisque Ouais, aujourd'hui, ouais. ils ont surfé Bah, c'est à sur une partir vague. de ça que tout le reste est né, quoi. Mm. Incroyable. Donc voilà, donc finalement l'arrivée d'Internet dans nos vies au moment de l'adolescence, puisque moi l'enfance, comme on disait, vu qu'on vient du MAS, bah, finalement c'était beaucoup dehors, c'était beaucoup... Moi personnellement, je pense que je suis reconnaissante quand même d'avoir connu une vie sans. Ouais, pareil. Toi aussi? Ouais, complètement, ouais. Surtout l'enfance. Ouais. Puis c'est vrai que quand tu habites dans un mas, t'as la liberté de... Pour jouer dehors, en fait, il y a un espace... c'est énorme, c'est Ouais. immense, quoi. C'est carrément dans la campagne, quoi. Mm. Donc tu vas faire du vélo, enfin tu joues comme tu peux. Même s'il n'y a pas d'autres enfants à côté, t'arrives très bien à t'en sortir. Oui, à t'amuser, à essayer de faire travailler aussi ton Ouais, t'es imagination. vachement créatif. T'es ouais, beaucoup ouais, plus bah, créatif. complètement. Donc ouais, moi pour ça, je suis super reconnaissante finalement. Pareil. Et je pense que j'ai commencé à ressentir de la frustration, bah, vraiment collège, quoi, début Ouais, voilà, quand tu commences à rencontrer du préadolescence. monde, Ouais. quand il y a de la comparaison, tout ça, Et que t'es un peu coincé, bon, tu te rends compte qu'en fait, ouais, la plupart des gens habitent en village ou en ville, ou en ville, ouais. et que le monde est un peu différent. Ouais. Mais sinon, l'enfance, franchement, trop Moi, je m'en plains contente. pas. Clairement pas. Et par rapport justement à l'adolescence et l'arrivée des réseaux, etc., moi, je me souviens vraiment, parce qu'au final, c'est le début des identités un peu digitales, tu sais, parce que tu te crées un peu Un avatar et tout. un avatar, une identité en ligne. Moi, je me souviens que je trouvais ça fou. Enfin, il y avait vraiment eu un truc dans ma tête où je me disais, waouh, mais en fait, tu peux être n'importe qui. Par exemple, j'avais un Skyblog, Ouais, ah bah ça, tu vois, et dans ton classique. Skyblog, Je pense même que- si tu mets un peu de toi, bah en fait, c'est ouais, tu clairement... t'inventes un peu une vie aussi. Ouais. Ouais, Tu te rends compte que tu peux mettre un peu ce que tu veux. C'est vrai. Skyblog, je pense que ouais, dans notre génération, je pense que pratiquement tout le monde a fait un Skyblog. ouais. Ouais, Ça, on c'est- peut les récupérer ou pas, les Skyblogs? Alors moi, je sais que j'en ai un qui traîne. J'avais fait un blog, je crois, c'était sur Blablaland. Il y avait ce jeu aussi. Oh, Blablaland, purée, Ouais. le souvenir de fou. J'ai adoré Blablaland. Ouais, c'était trop bien. Ça aussi, c'était le rendez-vous du soir avec les copains. Grave. Oh, c'était trop Où cool. tu rencontrais des gens, il y avait le bonhomme émo. Moi, j'étais Ouais. la fille émo, là. Ah ouais, tu faisais partie de ce genre de... Dans les populaires, là. Oh là, c'est honteux. Mais c'était clairement Ouais, il y ça. avait deux clans. Non, peut-être trois. Je pense qu'il y avait justement les émos, là, les beaux gosses du Ouais. jeu. Tout le temps, je sais pas, dans des endroits stylés, genre la plage et tout, pour ceux qui Ah connaissent un peu Blablaland. Il y avait ceux qui achetaient les robots, là, qui permettaient de traverser les Ah les oui, maps, là, à une vitesse super folle. vite. Ouais. Putain. C'est amusant. Moi, je faisais partie de ce genre de cons, là. Après, t'avais ceux qui étaient un peu paumés, là, tu sais, qui avaient Qu'avait le skin le de skin base. Et qui, tu sais, qui grimpait comme ça, il fait sa vie. Oh putain, oh, Mais c'était excellent, ça. Ah, c'était trop bien Blablaland. Purée. Ils ont relancé, là, ils ont fait des serveurs, mais pas officiels. Ils Ah ouais ont voulu faire renaître un peu le projet. Ok. Et ouais.
Mais il y avait un autre jeu dans le même genre, comment ça... Abou. Ah ouais, Habbo Habbo. Hotel. Ouais. Ouais. Bah, moi, perso, j'ai un peu joué, pas plus que ça, j'ai pas plus accroché que ça. Ouais, moi non plus. Parce que c'était très bizarre l'ambiance dedans. Mais moi, je me souviens juste avoir pas plus accroché que ça, mais je sais plus pourquoi. Après, les jeux plaisent ou plaisent pas. Hein. Oui, non, mais c'est Mais ça. c'est vrai qu'Habbo, je sentais une espèce d'ambiance bizarre. Ah, ok. Et récemment, j'avais vu une vidéo, le mec qui parlait d'Habbo Hotel, en disant que, en gros, il y avait des mecs pas bien intentionnés dessus. Ah, ok, quoi. ouais, je C'est vois. des bails un peu bizarres. Oui, bah, je vois. Bon, en vrai, je suis sûre que sur Blablaland, devait y en avoir aussi. Hein. Comme aujourd'hui sur Roblox. Ah, oh putain. Ça, c'est un peu le truc de maintenant. Même si c'est pas exactement pareil, c'est un truc multi-jeu, là. Il y a plein de jeux. Je vois pas ce que c'est Roblox, j'ai jamais joué donc. Bah, mon petit frère a essayé de me montrer, franchement, honnêtement. Pourtant, tu sais que je suis un peu dans. J'aime bien les jeux vidéo, je suis pas complètement larguée. Mais Roblox, je capte rien. Mais rien. Même le principe. Ouais. L'autre fois, Sacha, il était là. Alors là, je suis là, je fais ça. Je dis, mais c'est quoi le but? Il n'y a pas de but. Il est juste rigolo. là. Ouais. Du coup, au niveau des petits chiffres que j'ai retrouvés, déjà, est-ce que tu sais quand est-ce que le premier iPhone est sorti, David? Premier iPhone, Petit test. le premier, hein. Ouais, le tout premier. Moi j'aurais dit 2003, 2004. 2007. 2007 Ouais, ok. on avait 10 ans. Selon Médiamétrie, 95% des 18-24 ans sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Bon, nous, on est un peu plus âgés que ça. Mais bon, en gros, tout le monde a un petit peu son profil sur les réseaux, quoi. Et un jeune sur 3 parle d'une pression d'image exacerbée par les réseaux. Grand classique, je pense que ça... 1 sur 3. Là, une autre chose, du coup, que j'ai pu voir sur notre génération, c'est qu'on a été élevé un petit peu dans la promesse de « si tu veux, tu peux ». Des nouvelles formes de coaching, de méritocratie, de poursuis tes rêves, digital nomade, tout ce qui nous fait un peu rêver, quoi. Et ensuite, bah, ça combiné au discours un petit peu des parents et des profs, fais des études, le reste suivra. Je pense qu'on a un peu grandi dans cette ambivalence-là. Ouais, il y a complètement l'ambivalence, ouais. Les parents qui disent cette idée de construire une carrière, construire une famille, construire une maison, tout ça. Et nous qui, avec les réseaux sociaux, voyons un truc complètement différent. Exactement. Moi, je sais que pendant mes études, plein de fois, j'ai voulu tout plaquer et faire quelque chose de peut-être beaucoup plus créatif, qui dans le fond est peut-être pas une mauvaise idée, mais c'est vrai que du coup, j'étais un peu pareil, le cul entre deux chaises, entre qu'est-ce qu'il faut faire au final. Ouais, qui a raison. Poursuivre ses rêves et vivre, ou alors au contraire, rester bien dans les études. Une des problématiques, du coup, c'est qu'on a une espèce de désillusion professionnelle. On se heurte à un marché instable. Et au-delà de l'instabilité, je pense qu'on se heurte aussi à la réalité un petit peu de la vie professionnelle. Qu'est-ce que t'en penses de ça, David? Parce que ça, je pense qu'on est en plein dedans aussi. Moi, là-dessus, sur le travail, alors déjà, je sais, oui, que tout ce qui est carrière, ça m'intéresse pas. Ceci dit, j'ai fait des études qui avaient la particularité d'avoir une pédagogie par projet. Donc on était très loin de la théorie. Ça se rapprochait, c'est quand même assez représentatif de ce qui se passe en entreprise, en tout cas dans le milieu du développement. Donc là-dessus, j'ai eu un peu de la chance parce que quand j'ai fini mes études et que je suis parti travailler, c'était un peu la même chose. Okay. Donc en soi, j'ai pas eu de désaccord entre ce que pourrait te faire vendre une école de commerce ou quoi, avec la réalité du terrain. Okay. En plus, j'ai fait des stages et des alternances tous les ans en fait de mon parcours. Donc, ce qui fait qu'en fait, t'es déjà dans le milieu pro assez tôt pendant les études, quoi. Ok. Voilà. Moi, j'ai pas eu de... Moi, je l'ai eu, cette désillusion. Ok. Des études où, en fait, on te vend un petit peu une façon... une façon de faire, une façon de penser, une façon d'être et d'exercer. Et quand tu arrives sur le terrain, tu te rends compte qu'en fait, souvent, tu n'as pas les moyens de faire ce qu'on te demande de faire. Donc, manque de moyens. Et où tu te rends compte que tu viens répondre un petit peu à des attentes institutionnelles ou des attentes qui finalement ne sont pas les tiennes, toi, en tant que pro. Ça prenait trop de place. Et qu'en fait, toi, dans ta façon d'exercer personnelle, enfin professionnelle, mais personnelle, en fait, ça collait pas, quoi. En tout cas, moi, la désillusion, je l'ai très rapidement eue après mes études. Ça, je peux le comprendre, hein. Parce que souvent,
ça reste du milieu scolaire, donc c'est C'est ça. hyper théorique, très scolaire, très méthodique. Et quand tu arrives sur le terrain, bah en fait, imaginons quelqu'un qui est là en place depuis 15 ans dans la boîte. Lui, la théorie, ça fait un moment qu'il a oublié, entre guillemets. Il fait son processus, son process là dans sa boîte, rapidement, efficacement. Toi, tu débarques, t'es tout neuf. Alors là, on va commencer par l'intro, appliquer, machin, etc. Ça. Mais non, en fait, C'est pas comme ça que ça marche. Il va mettre 6 ans sinon à s'adapter C'est le clair. nouveau. Donc ouais, je pense qu'il y a... Enfin, je comprends en tout cas cette désillusion là. J'ai regardé un petit peu du coup les chiffres par rapport au diplôme, au milieu du travail de notre génération. Donc j'ai vu que selon l'OCDE, 41% des 25-34 ans, on est concernés du coup, français, sont diplômés du supérieur, c'est un record historique. Mais 25% d'entre eux occupent un emploi en dessous de leur qualification. Donc là, j'imagine que pour eux, ça doit être encore plus une désillusion. Au-delà de ce qu'on leur apprend, c'est en fait, ça te sert pas, quoi. Je vais revenir là-dessus par rapport, justement, quand on parle de poste inférieur à ce qu'on peut te faire miroiter. Par exemple, dans mon école, on disait, alors c'est une école en 5 ans, on nous a toujours dit, ouais, la sortie, ça sera 3 000 € net, tout ça. Tu sors d'école, mais t'as pas 3 000 €. Allez, un poste classique, c'était quoi, 1 500 ? Ouais. Donc, en débutant, tu vois. Donc l'entrée, c'était pas 3 000 €, quoi. Tu divisais facilement par 2, quoi. Ça, je pense que c'était plus vers Paris, tu vois. Oui. Paris, je pense qu'en fait, ils prenaient les statistiques parisiennes et le milieu, le mode de vie parisien, les salaires de là-bas. Et en Provence, ils disaient... Ils le disaient alors que c'était pas forcément la réalité du marché. En tout cas, sur Montpellier, j'ai connu personne qui a démarré à 3 000. Oui. Ouais. Ça, souvent dans les études, de toute façon, on te fait miroiter un truc, mais... Ah, mais c'est pour signer, surtout quand tu sais qu'une école, ça coûte 50 000, une école privée. Ouais. Une école privée, c'est 50 000 balles. C'est clair. Faut que ça c'est des se arguments vende. marketing, tout ça. C'est ça. Et le niveau, donc, le taux d'anxiété touche un jeune sur 2. C'est des chiffres de l'IFOP 2024. Ouais, l'anxiété, je pense que là... J'en fais partie. J'en fais partie aussi. Ça, c'est un sacré club, ça. Oui, mais club des Gen Z. Tu rentres et tu tous sors des plus. anxieux. Et même les milléniaux, l'anxiété caractérisée, ou en tout cas, je dis pas que les générations d'avant n'en souffraient pas, mais en tout cas, le moment où on a commencé à en parler et où ça commence à être vraiment constitutif de nos générations, c'est à partir des milléniaux, Gen Z. Après, je ne sais pas si ça continuera, mais en tout cas, c'est caractéristique de beaucoup de personnes. Donc, aujourd'hui, c'est plus un cas isolé. J'enchaîne du coup avec la génération des crises, qui peuvent aussi accessoirement justifier un peu notre anxiété. Donc là, je parle de la crise 2001, 2008, 2015, 2020, les grandes crises un petit peu les plus grosses. Donc 2001 avec premier gros attentat, les tours jumelles. Ça, c'est marrant parce que j'en ai parlé très récemment à mes parents. Moi, j'avais 4 ans, je crois, quand c'est arrivé. Donc je m'en souviens pas, concrètement, je me souviens pas du tout de ça. Mais récemment, je me suis posé la question, je me suis dit, putain, mais mes parents, quand même, ils ont vécu ça. Et je leur ai posé la question, comment vous l'avez vécu ? Et ma mère, notamment, m'avait dit, et ça m'avait un peu choquée, elle m'avait dit que c'était la première fois de sa vie qu'elle voyait des images aussi violentes, en fait, que ça l'avait choquée de voir ces images-là, etc. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est quand même beaucoup plus... Enfin, on voit des images violentes. On en voit très souvent. Très souvent. Donc, je ne sais pas si ça nous choquerait aujourd'hui de voir des images comme ça, mais en tout cas, pour elle, ça avait été choquant de voir... Et oui, parce que c'est la transition technologique qui permet justement de s'informer d'un bout du monde à l'autre. Et donc là, tu l'as devant toi, quoi. Tu l'as devant toi, ouais. Mon père, lui, a pas été choqué des images, mais lui a eu peur d'une troisième guerre mondiale, d'un monde qui s'effondre, quoi. Ouais. Donc ça a quand même eu un impact, et nous qui étions enfants, on l'a pas vécu en tant que tel, mais je pense que l'anxiété que ça génère chez les parents... Ça s'est reporté... Ça a un impact, du coup, je pense, sur les enfants. Donc... On l'a vécu, on s'en souvient pas. Indirectement. Indirectement, okay. Je pense que ça a eu un impact. 2008 aussi. Alors là, c'était quoi ? C'est la crise financière, là ? Ouais. Donc avec la crise des subprimes. Toi, tu t'en souviens de ça ou pas ? Non.
Tu t'en souviens pas? Non, je m'en souviens pas, je l'ai pas senti passer. Eh bien, moi non plus. Figure-toi. Ouais, tu vois, Mais- il y a des crises comme ça. Bah, on était jeunes déjà. Hein, 2008, on avait quoi? On euh, avait 12, 11 ans, 12 ans? Mais j'en ai parlé à mon père, du coup, récemment, décidément. Et en fait, si tu veux, moi, du coup, ma famille, mon père était son entreprise était en plein essor. Donc, en fait, si tu veux, on avait déjà un niveau de vie qui allait bien et qui allait potentiellement de mieux en mieux. Lui me dit qu'en fait, il a eu peur, que ça l'a probablement ralenti dans l'ascension de son entreprise, mais que ça n'a pas eu d'impact négatif comme certains foyers qui ont été probablement touchés de plein fouet, quoi. Ouais. Donc, moi, je pense que j'ai été épargnée de cette crise-là. C'est fou de se dire que ouais, cette crise des subprimes, elle a commencé aux États-Unis et après, bah, ça a eu un impact mondial en fait. Bah, aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est la mondialisation. Hein. Ouais. Tout ce qui se passe partout, ça Ouais, a un c'est impact bah, sur les nous. Hein. marchés, de toute façon, les transactions de plus en plus rapides, tout est interconnecté. Donc oui, aujourd'hui, oui, tout est répercuté. Ouais. Mm, mm. On parle ensuite de 2015, donc avec les vagues d'attentats. Il y a eu le Bataclan, il y a eu le truc Charlie Hebdo. Voilà, enfin, toute une vague. Moi, ça, personnellement, je m'en souviens, à titre personnel, cette fois-ci, je parle pas de répercussions. Ouais. C'est ton ressenti, que tu l'as vécu. Mon vraiment. ressenti, je l'ai vécu. Et même si nous, on vient d'une petite ville, on est de la province, je pense que ça doit être une anxiété beaucoup plus exacerbée peut-être dans les capitales, la capitale, les grandes villes. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a un truc quand même qui s'est implanté peut-être de façon inconsciente, je sais pas si ça te le fait. Mais quand tu vas dans un endroit où il y a de la foule, où il y a du monde, et bah ça reste dans un coin de ta tête de te dire bon bah là attention, il y a du monde, ça peut arriver. Où sont les issues de secours? Tu vois ce que je veux dire? C'est totalement le cas. Alors que mes parents par exemple, c'est des questions jeunes, ça venait pas forcément à l'esprit. Ah oui, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais déjà bon, c'était pas autant médiatisé qu'aujourd'hui. Donc t'étais pas forcément au courant de ce qui se passait dans le monde. Et puis c'était rare quoi. C'était rare. Avant, je pense que tu avais pas de souci à se faire comme ça. Quand tu sortais, tu te posais même pas la question. Aujourd'hui, moi c'est vrai comme tu dis, quand je vais dans un endroit où il y a du monde, tu checkes les issues de secours. C'est ça. Tu prévois en fait. C'est ça, tu prévois. C'est dans une petite partie de ta tête quoi. Ouais. Et enfin, bah, du coup, 2020, le Covid. Hein. Donc là, on était plutôt jeunes adultes quand c'est arrivé. Ouais, là, ça devenait plus handicapant. Hein. Mais là, oui. Ouais. Là bah, on l'a vécu de plein fouet. Moi, par exemple, j'étais à Berlin à ce moment-là. Il a fallu que je rentre direct parce que les frontières fermaient. Y a plein de gens qui sont partis de la France, qui sont restés coincés. Enfin là, ouais. Puis une peur. Plein de jeunes comme ça. Moi, je me souviens. Une peur, on sait pas tu te rends compte qu'en fait, le gouvernement dans lequel tu grandis, enfin dans lequel tu es, pardon, du jour au lendemain, on peut te priver de ta liberté, en fait. Ouais. Alors, on l'a fait, on s'est confiné parce que, en tant que personne, que citoyen, tu te rends compte qu'il y a un danger, donc tu obéis de façon assez, finalement, naturelle. C'est ça qui est fou. Alors qu'on nous a quand même privé d'une liberté, d'une liberté assez importante, je trouve. Nécessaire ou pas, je suis pas là pour en débattre, mais en tout cas, moi, ce qui m'a choqué, c'est ça, c'est que du jour au lendemain, on te dit tu sors plus, bah tu sors plus. Ouais. Ça, toi, tu l'as pas ressenti? Bah si, complètement. Ceci dit, moi, j'étais confiné au MAS, donc évidemment, dès que tu dois aller faire les courses, bah t'as l'impression de partir à la guerre un peu. Ouais, c'est ça. L'isolement, je l'ai pas trop ressenti, moi. Oui. Ça va. En fait, je pense que surtout ceux qui l'ont mal vécu sont ceux qui habitent dans des petites surfaces, des petits appartements sur Paris. Je pense que ça a dû être terrible. Ça a dû être horrible, ouais. Dans une maison de campagne, non, ça va. T'étais beaucoup plus tranquille. Et justement, j'allais rebondir parce que moi, j'étais en coloc. Alors heureusement, on avait on avait notre intimité, on était bien. Mais je me souviens qu'à un moment, je suis partie moi aussi au MAS. On a fait quelques soirées, je sais pas si tu te souviens. Du coup, je suis en train de dire au monde qu'on n'a pas respecté les consignes. Mais justement, ce qui était incroyable, c'est qu'au MAS, c'est comme si le Covid n'existait pas. Alors toi, peut-être qu'avec tes grands-parents, il fallait faire attention. Mais moi, avec mes parents, où il y a des jeunes couples qui vivent autour... Et ben en fait, t'avais l'impression que c'était un non-sujet, quoi. Parce que dans la campagne, dans les masses, t'as cette espèce de petit microcosme où le monde extérieur atteint moins, je trouve.
que quand tu es en ville. Et ça, moi, j'avais beaucoup... Enfin, ça m'avait fait du bien. Non, mais complètement, c'est une chance Mm. d'avoir quelque chose à la campagne parce que t'es isolé. T'es isolé dans le bon sens et dans le mauvais sens. T'es isolé du monde. Mais voilà, quand en pleine crise sanitaire, ouais, bah, t'es moins impacté. Carrément. 78% des 18-34 ans estiment vivre dans un monde plus dangereux que celui de leurs parents. Alors ça, moi, j'ai tiqué parce que techniquement, je trouve qu'on n'est pas vraiment dans un monde plus dangereux que celui de nos parents. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de sécurité, tu vois, par exemple, sur la route. La solidité de nos voitures, tout le côté prévention, tout le côté, par exemple, l'alcool au volant. À l'époque de mes parents, il n'y avait pas débat. Aujourd'hui, l'alcool au volant, tu as beaucoup de personnes qui prennent conscience des risques, etc. Et pour autant, je trouve qu'on se sent dans un monde plus dangereux, dans un monde qui ne l'est pas forcément plus, mais que justement, tout ce côté un peu anxiogène, véhiculé par les médias, les réseaux, Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça. qui nous touche de plein fouet, nous donne le sentiment d'être dans un monde plus dangereux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, complètement. Encore une fois, à leur époque, à l'époque des parents, je parle, bah, c'était beaucoup moins médiatisé. Donc Ouais. évidemment, aujourd'hui, t'entends à la télé tous les drames qui se passent, donc forcément, tout le monde écoute et ça crée un climat de méfiance, d'anxiété. Et d'anxiété, ouais. Les troubles anxieux ont progressé de Après, plus de 80% chez les 15-30 ans depuis 2010. Les troubles anxieux, Ouais, ont augmenté de plus de 80% chez les 15-30 ans depuis 2010. ouais, c'est pas étonnant. Non, C'est ça pas ne cesse étonnant. d'augmenter. Après, en termes de sécurité, tu vois, moi j'aurais pas dit que. Ça, c'est un avis perso, mais par exemple, je me sens pas du tout en sécurité, tu vois. Tu penses que nos parents étaient plus en sécurité ? Moi, je Factuellement ? pense que, ouais. Ok. Je pense qu'il y avait plus de sanctions justifiées, disons. Est-ce que tu trouves qu'on a une pression de réussite avant les 30 ans ? Ouais, moi je l'ai en tout cas. Ouais, moi aussi. Je saurais pas dire pourquoi. C'est vrai qu'il y a cette barrière psychologique des 30 ans. Ouais. Est-ce qu'elle est réalisable ou pas, je ne sais pas. En tout cas, dans l'entourage, là récemment, un ami, Cédric, qui, par exemple, c'était la Porsche avant 30 ans, tout ça. Là. Bon, il a passé 30 ans, il a pas la Porsche, tu vois. Ouais. Donc il y a quand même une pression, mais il faut garder les pieds sur terre quand même. Parce que la réussite, elle découle de plusieurs choses, quoi. Là, aujourd'hui, c'est pas quelque chose, tu vois, qui semble envisageable, par exemple. Oui, De réussir avant 30 ans. Oui, c'est ça, c'est qu'on Ça arrive restera à un avoir fantasme. quand même du recul sur le fait que, ok, on souffle, on va avoir 30 ans, on n'a pas coché toutes les cases de ce que techniquement on attendrait de nous, donc là, c'est réussite financière, peut-être avoir acheté quelque chose, avoir des enfants pour certains, enfin voilà, toutes ces cases-là, on prend du recul, on souffle, c'est pas grave. Mais moi, cette pression, je la ressens aussi. Franchement, des fois, j'ai l'impression que d'avoir raté quelque chose. Et même si je redescends sur Terre, c'est quand même une petite pensée des fois qui reste, tu vois. T'es une déception, quoi. Ouais, exactement. Ouais, la déception, oui, moi perso, je la ressens, la déception à l'approche. Je la ressens aussi, ouais. Ouais, donc bon, après, je sais que ça n'aura pas forcément d'impact. Et d'un côté, ça ne veut rien dire. Réussir avant 30 ans, pourquoi 30 et pas 40, tu vois, en soi, c'est bête. Bah oui, c'est bête. Puis c'est que c'est un peu chacun son tempo, chacun son timing. Ouais, chacun son rythme, en fait. C'est ça. Voilà. Et je pense même que certaines personnes, des fois, se précipitent, consciemment ou inconsciemment, mais dans l'idée de cocher ces cases-là, et ensuite regrettent, parce que justement, ils sont allés vers des choses qui n'étaient pas forcément alignées avec qui ils sont, mais alignées avec ce qu'on attend d'eux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ça, je trouve ça dommage. Ouais. 64% des 25-35 ans disent ressentir une pression de réussite avant 30 ans. Donc on est complètement représentatif de ce que beaucoup de personnes ressentent. Alors, en faisant mes petites recherches sur toutes ces générations, est-ce que tu savais que la génération de nos parents, donc la génération X, est une génération considérée par, les sociologues, démographes, etc., d'une génération fragile émotionnellement ? Je suis tombée sur cette phrase, ça m'a choquée. Nos parents vieillissent plus tôt que prévu. La génération X, du coup. Donc, j'ai voulu savoir pourquoi, parce que mes parents sont concernés, quoi.
Donc, j'ai pu avoir du coup ces éléments-là. Donc, c'est qu'ils ont grandi dans un contexte émotionnellement dur. On ne parlait pas de santé mentale, pas de psy, pas d'éducation, pleure pas, bouge pas, débrouille-toi. Résultat, beaucoup de choses enfouies, pas traitées. Effectivement. Ils vivaient dans un modèle un petit peu plus dur, avec le chômage qui explose, le début des divorces, énorme tabou, et beaucoup de couples et de familles ont été précurseurs des premières familles un peu éclatées au sens de familles recomposées. Donc, ils ont été un petit peu dans les tout débuts de tout ça, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus assumé et peut-être plus facile à accepter. À l'époque, ça ne l'était pas. Solitude, autonomie forcée, instabilité économique. Donc une génération qui est un petit peu jugée livrée à elle-même. Ils ont été la première génération à vivre l'insécurité permanente et ça a créé des adultes du coup résistants. Moi ça je le vois chez mes parents, hyper résistants et beaucoup dans ce truc de tu peux le faire, vas-y, fonce, avance, faut y aller, hop on y va, on s'arrête pas. Enfin tu vois ce que je veux dire, mais du coup à l'intérieur fragilisé, je pense par ce truc de on y va, on y va, on y va et on s'arrête jamais quoi. Et aujourd'hui du coup l'âge moyen d'installation en couple, d'après toi c'est quel âge David ? C'est quoi l'âge moyen ? L'âge moyen, je suis mitigé là-dessus. Parce que je connais des gens qui sont installés depuis l'âge de 22 ans, 23, et d'autres qui sont toujours... Enfin, qui sont même pas en couple en fait. Salut je sais pas, l'âge moyen, ouais, j'aurais dit assez tôt, ouais, peut-être 22, 23. 30. 30. Âge moyen, 30 ans. Donnée que j'ai trouvée super rigolote, près de 40% des 25-30 ans sont encore chez leurs parents. Ça, c'est incroyable. Chiffre de l'INSEE 2024. Ça, c'est un délire. C'est fou. Ouais. 40%. Pour moi, c'est tout un problème d'économie. De l'économie, quoi. Les prix, l'accès à l'immobilier, l'accès à la propriété, aujourd'hui, elle est ultra chère. Et pour beaucoup aussi, sans même parler de l'économie, des adultes, du coup, tels que nous, qui s'approchent de la trentaine, où il y a une espèce de putain de crise identitaire, où justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le paradoxe entre fais tes études ou suis tes rêves, et où, vers un certain âge, il y a une espèce d'effondrement et il y a un retour chez les parents, mais pour se reconstruire autre part. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, il y a beaucoup de jeunes qui vivent un petit peu ce switch un peu tardif que nos parents, par exemple, n'ont pas forcément connu, tu vois. Ou que eux vont connaître plus tard. Des espèces de switch de changement de vie, mais qui, du coup, là, intervient plus tard, vers les 40, 50 ans. On parlait de la crise de la quarantaine, etc. Nous, j'ai l'impression que cette crise de la quarantaine, nous, elle s'est décalée beaucoup plus tôt. Ouais. Et nous, on l'a fait plutôt vers les 30 ans, tu vois. T'as pas l'impression ça s'accélère, ouais. C'est vrai, ouais. Les choses vont plus vite, donc forcément, tu te rends compte peut-être plus vite de choses qui ne te conviennent pas. Du coup, David, merci pour cette conversation. J'ai trouvé ça trop cool. Ouais, merci à toi. Le sujet est super intéressant. Je pense qu'on pourra... il y a tellement de choses à aborder, je trouve, sur le côté... Ça pourrait faire l'objet d'un prochain épisode. Carrément. Voilà. En tout cas, c'était super cool. Moi, c'est un sujet que je trouve super intéressant. Et là où aussi les gens peuvent s'y retrouver assez facilement. Parce que là, on a englobé tout le monde, là. Oui. Sauf les petits, du coup, mais ça sera pour eux, c'est... Pour une prochaine fois. Merci, David. Merci à toi.